La cosmogonie d'Urantia est un livre qui explique l'existence de l'univers et la création de l'homme. Elle propose une transition entre les anciens archétypes et de nouveaux concepts. Elle intègre différentes religions et phénomènes divins tout en restant basée sur le savoir supramental. La cosmogonie d'Urantia aborde la hiérarchie et l'ordre céleste, mais ne répond pas à la question de l'origine de la création. Elle part d'un début flou et se termine avec le Nazaréen. Le livre que j'ai écrit, T à lui, est comme une bible de la cosmogonie du présent. Il explique ce que l'homme vit actuellement ou ce qu'il peut vivre prochainement, dans un futur proche. Il s'agit du premier tome d'une possible trilogie en 4 livres. Dans ce livre, ma cosmogonie diffère légèrement de par la façon dont elle aborde la création de l'homme. Je commence par des concepts qui. Suite non claire. L'auteur affirme qu'il allie l'intuitif et le cartésien dans son écriture, ce qui permet aux lecteurs de comprendre leur propre création en tant que corps, âme et conscience. Le livre aborde de nombreuses questions, telles que la naissance de l'ego, l'intelligence, la mécanique planétaire et la création de l'humanité. Contrairement aux cosmogonies traditionnelles qui parlent des dieux et des anges, l'auteur se concentre sur l'homme. Son objectif est d'intégrer de l'intelligence dans la matière et de fournir une stabilité dans l'évolution de la conscience. La raison principale de l'écriture du livre est de rencontrer des gens et de partager des idées intéressantes. Le contenu du livre provient de la réalité et est basé sur de nouvelles informations, avec seulement 15% du contenu étant basé sur des connaissances préexistantes. L'auteur fait référence à des événements historiques, tels que l'Holocauste, qui ont eu un impact sur les égrégores. Dans ce texte, l'auteur mentionne l'existence d'un égrégore qui était autrefois bénéfique pour la planète, mais qui est maintenant détruit ou en déclin. Il évoque ensuite la question du peuple juif et affirme qu'ils étaient suffisamment différents des humains ordinaires pour être puissants. Il explique que les Juifs n'ont jamais pu avoir de nation depuis la venue du Christ, car s'ils s'étaient regroupés, ils auraient eu une influence trop importante sur l'évolution planétaire. Selon l'auteur, les Juifs ont été bannis d'autres planètes et abandonnés sur Terre par des extraterrestres, mais ils ont réussi à s'intégrer et à dominer l'humanité grâce à leur technologie. Il soutient que le peuple juif a reçu le phénomène christique et doit maintenant être affaibli pour que le reste de l'humanité puisse évoluer. L'auteur mentionne également des individus qui sont esséurés et fatigués, malgré leurs connaissances qui pourraient les régénérer. Il se demande si c'est l'intelligence ou l'aspect astral qui les empêche de se régénérer, et évoque le fait qu'il se sent fatigué lui-même et préfère rester chez lui plutôt que d'aller à un événement. Dans ce texte, l'auteur fait part de sa réflexion sur la fatigue et le mode de vie des autres personnes par rapport à lui-même. Il constate que même s'il ne boit pas de café, ne prend pas de médicaments ni d'alcool et qu'il est plus relax, il se demande si cela signifie qu'il est plus ou moins fatigué que les autres. Il observe que malgré leur mode de vie agité et stressant, les autres personnes semblent fonctionner et donner l'impression d'être soutenues, même si cette aide est en réalité artificielle. Il remarque que les autres ne semblent pas conscients de leur situation, contrairement à lui qui est pleinement conscient de sa différence. Il évoque également sa croissance et son évolution mentale, et se questionne sur le fait d'être meilleur que les autres. Finalement, il remarque que ceux qui ne dorment pas sont considérés comme meilleurs dans une société basée sur la privation de sommeil, mais que lorsque la société changera, les super-héros, qui ne peuvent se passer de sommeil, seront désavantagés. L'auteur conclut en critiquant le fait que les gens se complaisent dans leur mécontentement et dénigrent les opportunités qui se présentent à eux. La personne qui parle exprime son sentiment d'être débordée par le travail et se demande ce que l'autre personne a à faire. Elle présente le fait que certaines personnes se rendent indispensables au travail, créant ainsi une charge de travail supplémentaire pour elles-mêmes. Elle compare cette situation à celle d'une personne qui se complaît dans la souffrance et refuse de prendre des mesures pour s'en sortir. Elle souligne également le fait que certaines personnes sont constamment occupées par leur travail et ne prennent pas le temps de se reposer. Elle se demande comment ces personnes peuvent s'en sortir et si elles le veulent vraiment. Elle mentionne l'idée de libre arbitre et de projection dans l'évolution humaine, ainsi que le fait que les influences extérieures manipulent les pensées et les choix des individus. Elle explique qu'il y a différentes lois qui régissent ces situations, en fonction de la perspective de l'individu. Ce passage explore la notion de libre arbitre et la capacité de prendre des décisions. Il suggère que l'humain n'a pas réellement de libre arbitre car ses désirs et choix sont influencés par ses mémoires et expériences passées. En revanche, de l'autre côté, l'être humain peut prendre des décisions basées sur une perception instantanée de l'événementiel et de la force
vital de son corps. Il peut ainsi éviter des situations dangereuses sans même être conscient de sa décision. En somme, l'humain préfère maintenir l'illusion du libre arbitre et la culpabilité des erreurs plutôt que d'admettre qu'il n'y a pas de choix et de vivre dans le bien-être. L'individu explique qu'il sait instantanément s'il va prendre un avion ou non. Il ne se pose pas de questions et n'a pas besoin de se justifier. Il raconte une expérience où il part dans la jungle avec un photographe et un logisticien. Il rencontre un guide local qui les emmène découvrir des lagunes et des ruines. L'individu explique qu'à 18 ans, il avait moins besoin de tout savoir ou de poser des questions, il privilégiait l'action. Il souligne la différence entre ceux qui recherchent constamment des réponses et ceux qui agissent. L'individu considère qu'il a un libre arbitre plus développé que les autres animaux, il fait des choix conscients. Il parle ensuite de la nécessité de traverser, de décider et d'appliquer les lois qui régissent l'être humain. Il explique que parfois, la peur ou l'ego empêchent les individus de prendre des décisions, même s'ils savent que cela pourrait régler leurs problèmes. Il encourage les gens à appuyer sur le bouton du changement et à cesser de se plaindre. Il conclut en disant que les individus amalgament trop d'informations inutiles. Il est important de prendre du recul et de comprendre le cheminement de notre évolution, car mélanger la fatigue avec le refus de changer peut conduire à rester dans des conditions méritoires sans faire aucun progrès. Pour les personnes souffrant d'une fatigue extrême, il est nécessaire de prendre des suppléments alimentaires et d'ajuster son régime alimentaire progressivement. Il faut également se reposer autant que nécessaire, dormir la nuit et faire des siestes si besoin. Il est essentiel de se donner le luxe de l'énergie et de devenir plus tardif dans certaines tâches, afin de laisser tomber celles qui ne sont plus nécessaires. Il faut apprendre à ne pas se sentir coupable et à ne pas se soucier des petites erreurs, car elles sont inévitables. L'important est de continuer à vivre, à respirer et à avancer sans se préoccuper de l'opinion des autres. Le texte évoque le potentiel évolutionnaire de l'humanité et la nécessité de s'accepter et de vivre en harmonie avec nos besoins et nos capacités. Il souligne également que la société actuelle n'est pas adaptée à l'évolution des besoins humains, ce qui peut créer des déséquilibres et des problèmes. L'auteur souligne l'importance de prendre en main sa santé et sa vie, et comment cela peut entraîner des disruptions et des ajustements. Il explique que le processus de transition vers un mode de vie plus sain peut engendrer des problèmes de santé avant de connaître les bénéfices à long terme. L'auteur encourage également à maintenir certains éléments négatifs pendant la transition pour faciliter le processus d'adaptation. En somme, il met en avant l'importance de l'évolution personnelle et de l'acceptation de soi pour progresser et instaurer un changement positif dans la société. Il est question ici de ne pas vouloir immédiatement mettre en pratique tout ce dont on parle, car à chaque fois qu'on essaie de le faire, on ne le comprend plus. On utilise la métaphore d'une personne qui travaille intensément jusqu'à ce qu'elle décide de travailler moins, mais se retrouve confrontée à des problèmes. Cela fait partie du processus de transition vers une nouvelle façon de faire les choses. On souligne également l'importance de prendre du temps pour soi dans différents aspects de la vie, que ce soit le travail, la santé ou la vie de famille. On explique que lorsque l'on décide de changer, cela peut susciter des résistances et sembler dégrader les choses, mais à terme, les choses finiront par s'améliorer. On parle également de la peur du changement et de la nostalgie des expériences passées, mais rappelle que ces sentiments sont illusoires. L'individu est encouragé à ne pas se limiter en pensant qu'il ne peut pas endurer plus que ce qu'il a déjà vécu et à ne pas se mettre de fausses limites. Lorsqu'une personne devient conscientisée, elle entre dans une période de mutation et de croissance. Cela demande beaucoup d'énergie, ce qui peut conduire à la fatigue. Cependant, cette fatigue est différente de celle ressentie auparavant car elle est issue de la prise de conscience de cette fatigue. Malgré cette fatigue, il est important de comprendre que le processus de conscientisation est un signe de croissance et de développement. La personne parle de l'importance de se coucher tôt pour se réveiller de bonne humeur. Elle explique que se coucher après minuit peut causer des problèmes car le corps ne peut pas se recharger en énergie spirituelle à ce moment-là. Elle recommande de se coucher vers 21h30 pour un sommeil optimal. Elle souligne que tous ceux qui se conscientisent ne sont pas nécessairement d'énergie ionique, mais que c'est prédominant. Elle explique que ce qui se passe dans les pays de l'Est vise à empêcher les pays de l'Ouest de continuer à évoluer et à les maintenir dans un état de compétition et de recherche d'évolution à l'extérieur de la matière. Elle mentionne la nécessité de poser des questions oralement plutôt que d'écrire de longs textes pour faciliter les échanges. Elle prend une pause pour une raison spécifique.